C'est trop chouette de vous retrouver encore ce mardi pour un nouveau Maestrix. Et du coup, aujourd'hui, on a la chance d'être avec Cyril, qui est responsable du Centre Agile d'Accor, et on va plonger dans la thématique du product management en grand groupe, parce qu'on parle beaucoup du product management en start-up, en scale-up, du rôle de premier PM, notamment c'était le webinaire de la semaine dernière. Mais là, en fait, on voudrait plonger dans qu'est-ce que ça veut dire quand on fait du product management et de l'agilité dans un groupe qui existe déjà depuis X années et qui a déjà des bases et une structure solide. Et avant que je donne la parole à Cyril pour qu'il se présente et pour qu'on attaque le sujet, je voudrais juste vous dire un petit peu où est-ce qu'on est aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on organise cet événement. Du coup, aujourd'hui, on est chez Maestro. Maestro, c'est l'école du product management et on a des formations pour devenir product manager, product owner, product designer, product marketing manager et on a plusieurs formats. Mais une seule pédagogie, c'est d'apprendre par le faire. On est convaincu que pour devenir bon sur un sujet, pour réussir à appliquer des méthodos, à tester, à apprendre et à se tromper et à recommencer, il faut pratiquer. Il faut s'entraîner sur des vraies études de cas. Et du coup, notre pédagogie, c'est 80% de pratique et 20% de théorie. C'est comme ça qu'on fonctionne chez Maestro. Je vous ai mis les dates de nos prochaines formations à titre informatif. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur notre site internet, il y a toutes les explications, les brochures. Mais pour vous dire brièvement, on en a une en product management qui est intensive et qui a 2 formats, un format sur 7 semaines et un format sur 14 semaines en cours du soir. Et on en a une deuxième qui est une initiation au product design. Et en fait, c'est pour les product managers, product owners qui traitent un peu de product design et du UI et du X dans leur job et qui du coup veulent arriver à comprendre les méthodos et à surtout avoir la vision stratégique du process de A à Z, du problème jusqu'à la solution avec une vision design. Si vous avez des questions, il y a mon email sur la slide, n'hésitez pas. Je vous dis tout de suite nos prochains rendez-vous. Alors normalement, vous nous avez tous rejoints via Meetup, qui est en fait l'outil qu'on utilise pour mettre toute notre line-up d'événements Maestrix. Donc n'hésitez pas à y aller si vous n'y êtes pas encore et à aller jeter un coup d'œil de temps en temps parce que voilà, on fait des événements toutes les semaines sur des sujets hyper variés et l'objectif c'est de se nourrir et d'apprendre ensemble, donc n'hésitez pas à rejoindre les events. Je vous ai mis aussi le lien vers, je vais vous le partager dans le chat, mais aussi on mène tous nos replays sur notre chaîne YouTube, donc si vous avez raté des sujets aussi, vous pouvez aller jeter un coup d'œil et enfin vous avez notre site internet avec toutes les infos. Par rapport à la discussion d'aujourd'hui, en fait, on voulait aussi traiter le product management parce que dans les formations Maestro, il y a des étudiants qui rejoignent des startups, des scale-up, mais on a aussi beaucoup qui prennent des postes dans des grands groupes et c'est pas exactement les mêmes problématiques, c'est pas les mêmes manière de travailler et du coup c'est pour ça que on a la chance d'avoir Cyril qui a accepté j'ai la chance d'avoir Cyril qui a accepté de prendre cette heure avec nous pour nous montrer un petit peu lui comment ça se passe la transformation chez Accor. Du coup voilà, vous avez le plan sous les yeux. Et maintenant que j'ai bien parlé, c'est à vous. Est-ce que vous pouvez tous nous dire un peu dans le chat pour qu'on se rende compte avec Cyril de qui est de qui on a en face en participant, de dire pourquoi est-ce que vous avez rejoint cet event? Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Est-ce que vous travaillez au product management dans un grand groupe? Est-ce que vous êtes product manager dans une plus petite entreprise, mais c'est des problématiques qui vous intéressent? Dites-nous en fait ce que vous êtes venu chercher. Voilà, j'entends des petits pop-up, mais je vois pas le chat, donc j'espère que vous êtes tous en train d'écrire. Voilà, pour qu'on puisse un peu se rendre compte. Alors, on a Ursula qui nous dit qu'elle veut prendre des bonnes pratiques pour accompagner ses PM. Ok, trop cool, merci Ursula. Noémie qui est PM junior depuis 3 semaines dans un grand groupe. Trop cool, Noémie. Si tu veux nous dire Félicitations quel du grand coup. groupe? Ouais, qui plus est. Et bon courage. Julien qui est PM dans une ETI. Margot qui travaille dans un grand groupe. Elle est data analyst et crée parfois des KPI pour des product managers. Ok, trop cool. Important le KPI. PM Dans dans une une petite petite entreprise. Ok, trop bien. Laurent, trop cool. Ok, bon, c'est cool. On a des profils assez larges. Ça va être encore plus dur, Cyril, pour toi. C'est ça, oui. Encore plus gros Je challenge. crois même que j'ai des CPO de ce que j'ai pu voir. Un gros challenge. Trop cool. Bah écoute, je te laisse nous dire un petit peu qui tu es, tes précédentes expés.
Ouais, et bah, du coup, juste avant de commencer, je vais quand même remercier Flavie pour l'invitation et puis Maestro et surtout toutes les personnes connectées. Donc, j'espère que je ne vais pas vous dire trop de bêtises. Moi, c'est toujours un plaisir de parler de tous ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas, voilà, là, si vous avez des questions à les poser. Et puis, même après, en dehors, je suis disponible via LinkedIn. Il n'y a aucun problème si vous voulez qu'on poursuive un petit peu la discussion. Donc, au niveau de mon parcours, moi, ça me fait maintenant alors une petite ou une grosse dizaine d'années, je ne sais pas comment le dire, mais que je baigne un petit peu dans tous les sujets d'agilité. À l'époque, on ne parlait pas encore de product management. On parlait voilà, de product ownership, qui est l'un des rôles qui vient d'un des frameworks agiles qui s'appelle Scrum, que je pense beaucoup de personnes autour des micros connaissent. Et donc, j'ai été un product owner pendant 5 ans et demi. Donc, d'abord chez Solocal, donc Feu Page Jaune, enfin Page Jaune existe toujours en tout cas, mais Solocal Group et oui SNCF. Donc j'ai pu travailler sur différents sujets, sur les sites, donc à la fois de Page Jaune et à la fois à l'époque de voyagesncf.com. Ça a pu être pour Page Jaune de la réservation d'hôtels en ligne. Chez Voyage SNCF, ça a pu être de la mise à disposition de services, comme par exemple les vélos à bord des trains, la refonte ce qu'on appelait chez nous la page de devis, donc qui était vraiment la page sur laquelle vous aviez l'ensemble des offres voilà, pour prendre votre train. Et puis après, comme j'étais vraiment très, très intéressé, voire passionné par tous ces sujets-là, je me suis dit que j'aimerais bien passer à terme sur un rôle de coach agile. Et je me suis dit, comme Scrum était le framework le plus demandé, hein, alors c'est bien, c'est pas bien, chacun pense ce qu'il veut, mais en tout cas, à l'époque, les entreprises demandaient beaucoup, beaucoup de Scrum. Je me suis dit, moi, la plus-value que je veux avoir, c'est de vivre les rôles sur le terrain. Apprendre juste dans des livres, ça m'intéressait, mais ce n'est pas forcément ce qu'il faut. Il faut l'avoir vécu sur le terrain. Je me suis dit que j'aimerais bien faire Scrum Master. Et j'ai rejoint donc Fortunéo Bank. Excuse-moi 2 minutes, je te coupe. Laurent Ouais, dit qu'on ne t'entend pas. Est-ce que le reste des participants l'entendent bien? Moi, je t'entends, Cyril. Ah, si. alors attends. Ok, alors je pense juste, Laurent, je pense qu'il faut que tu quittes et que tu te reconnectes parce que je pense que c'est juste ton son qui est pas bon. Mais on t'entend bien, Cyril. Ok, Normalement, c'est good. Vas-y, excuse-moi, je t'en nickel. prie, reprends. Il n'y a pas de problème. Donc du coup, je disais, j'ai été Scrum Master chez Fortunéo. Donc j'ai fait ça à peu près pendant 1 an. J'étais au sein de l'équipe qui développait tous les parcours de souscription aux offres de Fortunéo. Donc c'était une grosse refonte à la fois technique parce qu'on passait sur des solutions cloud type AWS, nouvelle architecture avec de la consommation d'API, et puis grosse refonte, à l'époque on disait Ergo Design. Et donc j'étais au sein de cette équipe et j'ai beaucoup, beaucoup appris, notamment sur la partie technique, qui pour moi, je reviendrai dessus, mais est indissociable de la partie produit. Et ensuite, donc, j'ai eu la chance d'être chassé pour rejoindre la galaxie du groupe BPCE. Donc, quand je dis galaxie, c'est parce que c'est vraiment énorme, hein. Vous avez les caisses d'épargne, les banques populaires, 12 banques pour les banques populaires, 17 caisses pour les caisses d'épargne. Et vous avez 2 organes, l'un qui s'appelle ITCE. Donc, si je vulgarise, c'est la DSI en fait, des caisses d'épargne. Et puis, nos homologues d'IBP, l'informatique des banques populaires, qui est la DSI des banques populaires. Donc, j'ai construit le centre agile d'ITCE. L'idée étant de construire une équipe de coach agile qui allait accompagner ITCE dans sa transformation agile, mais pas que. Je vais essayer de replacer mon micro parce que je vois qu'on m'entend de loin, les joies du micro iPhone. Et je vous le disais donc, pas que la DSI, puisque quand on parle d'agilité et par extension après de product management, on parle aussi des métiers, on parle du produit, et donc d'aller chercher les caisses d'épargne pour leur expliquer la démarche qu'on cherchait à mettre en œuvre et en quoi elle était pour eux, pour atteindre leurs objectifs en tant que métier. Et voilà. Et ensuite, donc, je suis parti côté Accor. Donc maintenant, ça fait 2 ans et demi que je suis là-bas, avec comme rôle toujours responsable d'un centre agile. Pareil, construire l'équipe de coach qui accompagne Accor dans sa transformation agile. Mais je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, parce que je pense qu'on va en reparler par la suite. Normalement, là, ça devrait être mieux. Ok, c'est parti. Et si vous avez des Super. questions, surtout, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Moi, je les prends et je les direct directement à Laura Cyril. Donc, n'hésitez Ouais. pas surtout. Du coup, avant de vous faire voilà, un petit retour d'expérience sur comment ça se passe chez Accor, comment on gère tous ces sujets de product management et d'agilité, je voulais revenir un petit peu sur des bases théoriques. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu que finalement, dans quasiment toutes les entreprises dans lesquelles j'étais intervenu, il y avait des questions qui revenaient de façon récurrente. Et il y en a une, c'est mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'un produit et
après, par extension, pour les entreprises, OK, mais c'est quoi nos produits? Quels sont nos produits? Et donc, si on prend une définition de ce qu'est un produit, alors j'ai pris une définition parmi plein d'autres qu'on peut trouver sur Internet, en tout cas, celle que proposent deux personnes dont les noms sont Kotler et Dubois, qui ont écrit un bouquin dans les années 80 sur les produits et les stratégies produits à mettre en œuvre pour les entreprises. Alors, à l'époque, on ne parlait pas encore de digital, mais en tout cas, on se posait déjà des questions sur qu'est-ce qu'était un produit et comment on pouvait mettre en place une bonne approche produit dans les entreprises. Et finalement, ce qu'ils nous disent, eux, c'est que le produit, c'est ce qui peut être offert sur un marché de façon à y être remarqué, acquis ou consommé. Donc là, déjà, on voit qu'on a trois verbes quand même assez importants. Hein. Remarquer, donc on va essayer, et même se démarquer. Acquis, c'est-à-dire qu'on va offrir la possibilité à quelqu'un de devenir propriétaire d'un produit. Donc là, c'était en tout cas dans les années 80. Et puis consommer, c'est-à-dire qu'il va rendre un service à un utilisateur. Donc finalement, l'élément clé d'un produit, c'est le service qu'il rend, la valeur qu'il va délivrer alors au client ou à l'utilisateur. Je pense qu'autour du micro, on est beaucoup à être dans des contextes où finalement on a peut-être des clients, mais ceux qu'on va aller chercher, ce sont les utilisateurs. Ce sont à eux qu'on va aller chercher à apporter de la valeur et après indirectement aux clients. Et puis aussi à nos entreprises et même parfois quand on travaille dans des groupes qui sont cotés sur des places de marché, comme par exemple Accor, eh ben, on va aussi chercher parfois à aller créer de la valeur pour les actionnaires de l'entreprise. Alors finalement, là, on a vu ce que c'était qu'un produit, mais le product management, par extension, qu'est-ce que c'est? Alors pareil, il y avait tout un tas de définitions. Ce qu'il faut comprendre en tout cas, c'est que le product management, c'est quelque chose qui va se trouver au centre, à la croisée de plusieurs activités. On va avoir toute la partie user experience, UX, toute la partie business, c'est-à-dire mon produit, qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter à mon business, quelle valeur on va pouvoir certes apporter à l'utilisateur, à nos clients, mais qu'est-ce que ça va permettre de dégager comme business. On travaille pour beaucoup dans des entreprises à vocation capitaliste, donc c'est quand même que l'entreprise aussi gagne de l'argent. Et puis, on va le voir un petit peu plus tard, mais il y a toute la partie tech aussi. Donc finalement, une définition que j'ai trouvée sur le site d'Atlassian, que j'ai trouvé plutôt bien. Donc Atlassian, l'éditeur des suites logicielles Jira, Confluence et d'autres, que je pense beaucoup de personnes ici utilisent. Eux, ce qu'ils nous disent, c'est que le product management, c'est la fonction organisationnelle qui guide chaque étape du cycle de vie d'un produit. Donc ça part du développement au positionnement, en passant par la tarification. Et l'idée, c'est vraiment de se concentrer avant tout sur le produit et ses clients. Pareil, moi, dans leur définition, j'aurais rajouté se concentrer aussi sur nos utilisateurs. Parce qu'en fait, nos utilisateurs ne sont pas forcément nos clients. Donc, quand on est user-centrique, on se concentre sur nos utilisateurs. Et donc, finalement, si je résume, l'objectif du product management, c'est d'être capable de proposer le bon produit à la bonne personne au bon moment. Et pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le client ou les utilisateurs au centre et on va chercher à lui livrer régulièrement des petites choses. Pourquoi des petites choses? Parce que plus c'est petit, plus on va pouvoir livrer rapidement. Et on va chercher à rentrer dans une démarche d'apprentissage et d'amélioration continue. Pourquoi? Parce que c'est grâce à cette démarche d'apprentissage et d'amélioration continue, cette démarche un peu le feedback, on entend souvent ce mot-là, qu'on va pouvoir savoir si ce qu'on a livré, ça apporte ou pas de la valeur. Et donc derrière, ajuster le tir pour proposer toujours plus de valeur ou éventuellement changer ce qu'on a proposé pour derrière aller vraiment lui proposer quelque chose qui correspond à ce qu'il attend, à ce qui va lui dégager de la valeur. Alors, j'ai une petite question, moi, à vous poser. Je ne vais pas voir le chat, donc je te laisserai, Flavie, me dire si les personnes proposent des réponses. Si je vous demande quelle est la différence entre un projet et un produit, parce que quand on parle de product management, forcément, c'est différent de project management. Et du coup, qu'est-ce qui fait la nature même d'un projet versus un produit et vice-versa? Je vous ai mis dans la petite fenêtre sondage. Vous pouvez aller nous dire tout de suite, est-ce que vous êtes à l'aise pour donner justement ces différences entre projet et produit? Un petit sondage pour se rendre compte rapidement dans l'auditoire. Ok, alors on a plus de oui pour l'instant. C'est bien, ça va pouvoir challenger la prochaine slide. Ok, donc pour l'instant, on a un tout petit peu plus de personnes qui se sentent à l'aise pour donner ces différences, mais personne qui nous donne des idées dans le chat. Est-ce qu'il y en a qui veulent nous partager du coup ce que c'est pour eux?
Pour Thomas, c'est livrable vs valeur, output vs outcome. Pour Céline, un projet, c'est un début et une fin, alors qu'un product, c'est une amélioration continue. Est-ce qu'on en a d'autres qui sont un peu différentes? Alors pour Stéphane, il y a une deadline pour projet, product. Alors Jessica, elle dit un +1 sur la définition de Céline. Je te lis les différentes. Alors Ursula, pour projet, c'est livre à périmètre, coût pouvant intégrer des products. Et pour Moshka, excuse-moi, je ne sais pas si je prononce bien ton prénom, pour projet, c'est processus d'amélioration et de produit. Pardon. Ouais. Pour Julien, projet, un scope défini, un produit, on itère et on améliore en continu. Globalement, c'est cette idée d'amélioration en continu. C'est ça. En fait, par nature, la différence entre un projet et un produit, c'est qu'un projet, vous avez une date de début, vous avez une date de fin. À un moment, le projet, il s'arrête. Le produit, on a une date de début. Effectivement, il y a un moment où on va décider de lancer un nouveau produit. On va avoir une approche produit. Et par contre, vous n'avez pas de date de fin prédéfinie. C'est-à-dire que normalement, votre produit, un jour, il va bien s'arrêter. Mais le jour où il s'arrêtera, c'est parce que soit vous avez décidé de l'arrêter, mais généralement, la meilleure des raisons pour qu'on décide d'arrêter un produit, c'est qu'il n'apporte plus de valeur. Là où le projet, date de début, date de fin, effectivement, souvent, on a un budget, un scope. Le produit, vous démarrez et vous verrez quand est-ce que vous arrêterez en fonction de la valeur qu'il apporte ou qu'il cesse d'apporter. Et donc, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que quand on va parler de transformation et de mise en place de mode produit dans des entreprises, faut bien se rendre compte que c'est très impactant pour les entreprises. Le mode projet, vous êtes sur de la planification. Vous avez un pilotage par les coûts. Vous avez une planification complète en amont. Vous décidez de rédiger un plan projet, donc toutes les étapes par lesquelles vous allez passer pour livrer le projet, mais ça nécessite du coup de prendre des décisions anticipées. Une fois que vous avez lancé votre plan, il y aura des décisions certainement à prendre en cours de route, mais en tout cas, vous essayez d'anticiper un maximum les décisions pour que le plan soit le plus clair, le plus net précis possible, et atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés dans le cadre du projet. Souvent, livrer un périmètre à une date en respectant les coûts et les délais. Quand on parle de mode produit, on est plus dans une approche d'adaptation, c'est-à-dire qu'on va chercher à piloter par la valeur. C'est-à-dire qu'on va livrer des choses, on va regarder si ça apporte de la valeur ou non, et on va ajuster en fonction de ce sur quoi, en fonction de ce qu'on a pu observer. Donc, ça nécessite une planification qui est itérative. On va se dire, là, avant de livrer, je veux atteindre cet objectif, je vais livrer ça, je livre, je regarde, comment ça se passe, OK, j'ajuste. Donc, ça nécessite aussi de prendre des décisions beaucoup plus rapidement et de rentrer dans cette boucle de feedback et d'adaptation. Donc, c'est vraiment cette boucle auto-apprenante qui est je livre, je conçois, je développe, je livre, j'observe. J'observe à la fois sur des données qualitatives, mais aussi quantitatives. Donc, je vais faire un mix entre du KPI chiffré et aussi du ressenti en faisant des interviews, par exemple, utilisateurs, en mettant des petits modules de feedback pour que les personnes expriment comment elles se trouvent par rapport au produit que vous leur avez livré. Et après, j'ajuste. Et donc, vous êtes dans une boucle, quelque part, qui est infinie. Le seul moment où vous allez décider d'arrêter, c'est effectivement lorsque vous estimez qu'il n'y a plus de valeur à apporter. Et donc, dans ce cas-là, soit vous maintenez votre produit en vie, soit vous l'arrêtez, vous le décommissionnez. Enfin, après, ça dépend de la stratégie de chacun. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va passer d'un mode projet à un mode produit, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas un big bang, ce n'est pas vous décidez, hop, comme ça. On va toucher à tout un tas de choses au sein de l'entreprise. Et finalement, dans les transformations où on essaye de mettre en place ces modes produits plus agiles, nous-mêmes, il va falloir qu'on ait cette approche itérative où on va tester des choses. OK, je pense que là, il faut que j'aille améliorer par là. OK, ça prend pas. Comment je peux améliorer? C'est pas un big bang, ça se fait pas du jour au lendemain. Et les transformations, c'est coûteux, ça demande un effort, il faut de l'abnégation. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ce qu'il faut bien comprendre. Peut-être une petite remarque. Il y a une question de Stéphane sur la précédente slide. Oui. Que ça existe des projets en mode agile. Alors, il rajoute, pour résumer, c'est l'adaptation de l'entreprise du mode projet classique ou en V vs le projet en mode agile. En fait, il y a des années dans le digital, il y a 10 ans, moi, quand j'ai démarré chez Solocal et chez Voyage SNCF, on ne parlait pas encore de product management. On avait des projets, on essayait de livrer nos projets
plus petit, plus souvent. Donc, on rentrait dans cette démarche agile. La notion de product management, elle est arrivée après. Moi, quand je parle de product management, quand je parle d'agilité, clairement, c'est la même chose, hein. C'est la même approche de se dire comment je fais pour livrer plus petit, plus souvent, m'enrichir du feedback et améliorer continuellement ce que je sors. Projet agile, on a tendance à de moins en moins l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, on observe que les organisations qui se mettent à faire du projet agile, finalement, ce qu'elles font, c'est moi ce que j'appelle du cycle en V itératif. C'est-à-dire qu'elles vont faire une grosse phase de cadrage, elles vont faire une phase de développement où on va demander à des équipes de livrer tous les 15 jours ou 3 semaines des évolutions, mais finalement, elles ne mettent jamais, ou elles mettent, comment dire, au bout de 6, 7, 8 sprints en production ce que les équipes ont fait. Donc, c'est juste la phase de développement où elles vont avoir un espèce de cycle itératif, où elles vont effectivement faire des démos au métier, parfois dans le meilleur des cas, des utilisateurs qui vont venir, mais finalement, la démarche de le mettre en production et de le confronter, j'ai envie de dire, in real life, hein, à la vie réelle, c'était pas encore ça. Donc, effectivement, toute la culture produit derrière est venue vraiment pour pousser cette démarche d'approche empirique de je livre, j'observe, j'améliore. Toutes les étapes du process, du coup, C'est ça. qui sont sur la droite. Mm. Ok. Stéphane, n'hésite pas à nous dire si c'est clair pour toi ou pas. Mais en tout cas, Cyril, je pense que tu peux, ouais. Yes. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de product management, de mise en place d'organisation produit, d'agilité, on va venir toucher à beaucoup de choses dans les transformations. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, et ça c'est un peu mon dada, hein, partout, enfin, à chaque fois que j'interviens quelque part, c'est faut comprendre que c'est une approche systémique. Quand je veux dire systémique, c'est qu'on va toucher à l'ensemble du système de l'entreprise, de l'organisation. On va devoir adresser à la fois les individus, donc ça veut dire qu'on va venir toucher à des sujets comme la culture, comme la gouvernance. On va venir toucher aussi à tout ce qui est processus de l'organisation. Je pense par exemple l'organisation. Comment est-ce que les personnes vont communiquer entre elles? Comment est-ce qu'on va valider qu'on avance bien tous dans le même sens? Et puis, il y a un gros pan aussi, hein, c'est tout ce qui est technologie. Il y a un truc, pour moi, qu'on a minimisé ces dernières années, c'est l'impact du product management sur les systèmes d'information. J'ai souvent une phrase, hein, que j'utilise, c'est que le produit sans l'IT, ce n'est rien. Clairement, dans les organisations où on vend du digital, comme beaucoup d'organisations aujourd'hui où on intervient, sans l'IT, le produit, vous pouvez faire les plus belles expériences utilisateurs que vous voulez. Si ça ne fonctionne pas en dessous, bah oui, ok, vous avez des belles interfaces, mais derrière, si le service n'est pas rendu à travers les différentes couches du SI, qui se consomment convenablement les unes les autres, le service, il n'est pas délivré, il n'est pas rendu, donc vous n'apportez pas de valeur. Donc, d'un côté, le produit sans l'IT, c'est rien. Et en même temps, bah, de plus en plus, hein, l'IT sans le produit, bah, ce n'est pas grand-chose. Vos API, si vous vendez juste vos API, vous allez peut-être pouvoir offrir une consommation d'API et développer un business model d'un côté, mais en tout cas, lorsque vous cherchez à délivrer de la valeur à travers des apps ou des sites web qui sont propriétaires de l'entreprise, c'est justement toute cette couche produit qui va permettre d'apporter de l'expérience utilisateur et de générer de l'expérience utilisateur qui va permettre derrière d'apporter de la valeur. Donc, en tout cas, l'un ne va pas sans l'autre. Par rapport à tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que la transformation, elle est d'abord culturelle pour les organisations. Et cette transformation culturelle, elle doit être incarnée vraiment par les strates de top management, en dessous après management, et par les RH. Je disais, on va venir toucher à la culture. La culture d'une organisation, les garants du temple, hein, vraiment, c'est le top management et ce sont les ressources humaines. Donc, il faut adresser ces personnes-là. Il faut que ces personnes-là comprennent ce qu'on cherche à faire quand on parle de product management et quand on parle d'agilité. Il faut aussi revoir les processus budgétaires. On disait tout à l'heure, un produit, ça a une date de début, mais ça n'a pas de date de fin à proprement parler comme un projet. Donc, ça veut dire que là où historiquement, on était à se dire, eh ben, OK, mon projet, il va démarrer à telle date, il va finir à telle date, je lui alloue un budget de temps, du coup, ça veut dire qu'il faut que je staffe une équipe de tant de personnes. À partir du moment où vous n'avez pas vraiment de date de fin, ça veut dire qu'à un moment, le processus budgétaire, il va falloir le revoir. Ça veut dire qu'on va mettre de l'argent pour développer un produit, on va essayer de générer le plus de valeur le plus rapidement possible, mais derrière, lorsqu'on a dépensé notre enveloppe
qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Comment on engage le budget différemment? Donc ça, c'est des choses qu'il faut revoir. Après, il y a un autre challenge. On avait tendance dans les grosses organisations à avoir finalement des silos. Des silos qui étaient clients-fournisseurs les uns des autres. Moi, IT, je suis le fournisseur du produit. Et puis tout ça, c'est un peu on est le fournisseur du métier qui est notre client. Bah, tout ça, comment on fait pour changer ça, faire en sorte que finalement ces entités collaborent plus pour générer de la valeur en s'alignant sur les flux de valeur de l'entreprise, c'est-à-dire l'ensemble des processus qui vont générer de la valeur pour nos clients, pour nos utilisateurs, pour l'entreprise, pour nos actionnaires, et comment on fait pour offrir à des équipes qui sont pluridisciplinaires une autonomie à la fois technique et fonctionnelle. Donc ça veut dire que là, vous voyez, on va venir toucher à la fois à l'organisation, à la fois à la culture, à la fois au SI. Parce que quand on parle d'autonomie technique, quand on a des legacy très importants comme beaucoup de grosses entreprises, souvent on a du mal à découpler les couches du système d'information pour offrir de l'autonomie aux équipes dessus. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir à ça et mettre en place une feuille de route technique pour permettre aux équipes d'être autonomes via ce découplage. Ça veut dire aussi qu'il va falloir prioriser différemment. Valeur, effort. Est-ce que j'ai intérêt à lancer ça là maintenant, qui demande beaucoup d'efforts et qui va générer de la valeur, certes, mais alors qu'à côté, j'ai quelque chose qui va générer peut-être un tout petit peu moins de valeur, mais qui nécessite beaucoup moins d'efforts. Je rappelle, on cherche à délivrer de la valeur le plus rapidement possible. Donc, comment on revoit les mécanismes de priorisation où parfois, dans certaines entreprises, on avait tendance à se dire bon, j'ai le budget qui s'est débloqué, allez, go, je lance. Ok, est-ce que parce que j'ai le budget, c'est le bon moment de lancer? Je ne sais pas. Limiter l'encours. On sait, on a tous beaucoup de choses à faire. Il y a un principe de base, c'est qu'on ne peut pas faire plus que ce qu'on est capable de faire. Ça paraît d'une banalité sans nom, mais c'est la réalité. Et du coup, comment je fais pour limiter les goulets d'étranglement? Et là, il faut que je limite les entrants. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut qu'on travaille quand on parle de product management et d'agilité. Et ça veut dire apprendre à dire non à des demandes, à des projets? Exactement, c'est apprendre à dire non, c'est apprendre à challenger la valeur. Quand on a un demandeur, prouve-moi que la valeur, elle est réelle. Est-ce qu'il y a de la valeur à prendre ce que tu demandes? C'est des gros chantiers, mais il faut les adresser. Ça veut dire mettre en place cette culture produit avec le développement agile. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde comprenne qu'en fait, on n'a pas le choix. Comme on est dans des mondes qui sont très, très complexes, où tout va très, très vite, on ne peut plus se permettre d'attendre 6 mois, 9 mois, 1 an avant de lancer quelque chose. Il faut qu'on lance rapidement des choses pour pouvoir justement derrière être dans cette démarche basée sur le feedback, l'amélioration continue et améliorer à la fois nos produits mais aussi nos process. Et enfin, c'est vraiment, du coup, je viens de le dire, c'est mettre en place cette culture de l'amélioration continue et du ROI. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que si vous pensez que mettre en place une transformation product management agile, ça passe juste par le fait de renommer sa MOA en product owner, ses MOE en scrum master, juste mettre en place du scrum sur les équipes de développement ou autre, finalement, on se trompe de combat. L'approche, encore une fois, elle est systémique. Si vous avez des équipes qui sont agiles dans leur coin, vous avez des super produits, mais que derrière, vous concevez des super produits, mais que derrière, on a des équipes IT qui ne sont pas capables de délivrer rapidement, on a un goulet d'étranglement. Donc, il faut vraiment penser, chaîne de valeur, comment je fais pour optimiser ma chaîne de valeur et comment je fais pour embarquer l'ensemble de l'entreprise dans ma transformation pour derrière apporter toujours plus de valeur à travers les produits qu'on va livrer à nos clients, à nos utilisateurs et indirectement à l'entreprise et aussi à l'actionnariat si on en a. J'ai mis un petit sondage du coup pour savoir si pour ceux qui travaillent déjà en grand groupe, est-ce que pour eux le top management, et je l'ai pas dit mais aussi les RH, ils sont alignés sur cette stratégie de transformation digitale? Est-ce que du coup ils l'incarnent et ils vont dans le même sens que vous, ou est-ce que non, c'est pas clair et du coup ça doit créer beaucoup de frustration sur le reste des étapes parce que c'est difficile d'aller de l'avant si on sent qu'on n'est pas accompagné, qu'on n'est pas soutenu, qu'on n'est pas compris. Et du coup, je vois une grande majorité de non.
très grande majorité, voire la totalité. Il n'y a qu'une seule personne qui a dit qu'il l'incarnait. En toute franchise, ce sont des sujets. Alors, les personnes qui travaillent sur les transformations ont leur part de responsabilité aussi. On n'est pas en train de dire que le top management, tout le top management et toutes les RH sont responsables de la situation. C'est un sujet qui a été trop longtemps non traité, je pense. Et effectivement, aujourd'hui, on voit dans les transformations qu'on commence à rencontrer des freins qui sont souvent les mêmes. On en parle beaucoup entre pairs agilistes ou passionnés par le product. Et effectivement, il faut qu'on arrive à craquer ces sujets-là et à faire comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on va vers ça et qu'est-ce que ça va changer aussi pour ces typologies de personnes qui elles-mêmes ont leurs problématiques. C'est pas les gentils contre les méchants, c'est pas du tout ça. Et il faut aussi réussir à apporter des réponses à ces personnes-là. Quand on parle de budget et de voir différemment le budget, quand on est dans des entreprises où parfois on a des impératifs de calcul d'EBITDA pour les actionnaires ou ce genre de choses, donc c'est des entreprises qui sont drivées beaucoup forcément par le budget, par la finance. Quand on arrive avec son sourire en disant « Ah ben non, mais c'est pas grave, tu as juste à mettre une enveloppe, tu crées une équipe et puis on verra comment on la consomme », forcément on n'apporte pas de réponse. Donc on n'est pas crédible face à ces personnes-là et il faut aujourd'hui que les agilistes, les personnes passionnées par le product management apportent des réponses à ces personnes et apportent des solutions aussi pour concilier deux mondes qui parfois sont difficilement conciliables, il faut le dire. Mais on va y arriver. Et est-ce que, du coup, tu peux nous dire, ça me donne deux questions. La première, ça serait, est-ce que tu peux nous dire concrètement la définition du centre agile chez Accor? C'est quoi son rôle? À quoi il sert? Pourquoi est-ce qu'il a été mis en place? Qu'on comprenne vraiment son rôle. Et du coup, en deuxième temps, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à la question, est-ce que là, si tu devais pitcher, pourquoi est-ce que c'est crucial dans l'entreprise? Est-ce que en, je sais pas, un ou deux, trois bullet points, tu pourrais dire concrètement ce qu'on peut répondre à cette question-là pour montrer qu'en fait, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Même si tu l'as un peu dit dans la présentation, mais pour peut-être donner des key elements d'arguments aux personnes qui nous écoutent. Alors, pour l'entreprise, pour Accor, c'est crucial pour une raison principale, c'est que déjà, on a changé de business model. Il faut savoir que la transformation digitale agile, c'est jamais une fin en soi. C'est un moyen pour atteindre d'autres objectifs, métiers, où on va aller chercher de la valeur, etc. Accor a fait le choix il y a quelques années de réorienter son business model et de vendre ses murs. Donc là où avant, on était opérateur, on avait des murs en propre, propriétaire d'hôtels, on a tout cédé et on a basculé vers un modèle de service provider. Donc ça veut dire qu'on est là pour rendre des services à nos clients qui sont du coup les hôteliers, des gens qui sont propriétaires d'hôtels, qui ont envie de bénéficier des services d'Accor et qui du coup vont nous payer pour leur rendre des services à travers différents services. Ça peut être des outils d'exploitation de l'hôtel, gestion des chambres, gestion des réservations, etc. Et puis indirectement, c'est aussi nos canaux de réservation, donc le site web all.com, notre application mobile, etc. Donc ça veut dire que forcément, à partir du moment où on se réoriente en service provider, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de livrer plus souvent de la valeur à nos clients qui payent pour ça. Donc, quelque part, si on veut livrer plus souvent, ça veut dire qu'il faut qu'on revoie complètement nos modes de fonctionnement traditionnels. Ça, c'est le premier point, propre au business model du groupe. Le deuxième point, c'est qu'on est quand même sur un secteur qui est concurrentiel. À l'époque, il y avait Booking, Expedia, etc., qui étaient arrivés sur le marché. Donc, forcément, il y a de la concurrence accrue. On est aussi un secteur, je pense qu'on est tous au courant qu'on a eu la crise du Covid qui est passée et qui n'est pas encore complètement terminée, donc où on a beaucoup de facteurs externes qui viennent parasiter notre business. Donc, il faut qu'on soit capable d'être réactif par rapport à ça. Donc, pour moi, alors pour Accor comme pour beaucoup d'autres entreprises, vu les mondes dans lesquels on vit, les systèmes qui sont de plus en plus complexes, c'est aussi une question de survie. Si on n'est pas capable d'apporter régulièrement de la valeur, qui dit pas de valeur dit pas de client, qui dit pas de client dit fin de l'entreprise. Donc c'est aussi bête que ça. Super. Et donc par rapport à ça, sur ta deuxième question, donc le centre agile, Accor avait fait le choix dans sa transformation. Alors il y a eu plusieurs phases dans la transformation d'Accor. Là, on en démarre un petit peu une nouvelle actuellement. Comme je disais, on est dans un processus itératif où on apprend de nos erreurs et on améliore en continu. Mais en tout cas, Accor, dans sa première phase, avait décidé de se faire accompagner par différents cabinets de conseil sur tout ce qui était culture, product management, agilité. Et en fait, on avait 3 cabinets de conseil qui accompagnaient chacun
dans leur stream, différents directeurs et différentes équipes, et on passait un temps fou en fait à se synchroniser les uns les autres pour savoir si on avançait bien dans le même sens. Et donc finalement, ce qui était assez paradoxal, c'est que là où on essayait de transformer la boîte pour qu'on soit plus transverse et que ça communique mieux, bah, cette transformation-là en elle-même, on l'avait pensée en silo. Et donc, ce qu'Accor s'est dit, c'est que ça serait plutôt pertinent de créer une entité, alors le centre agile. Après, par extension, on a eu une équipe un petit peu plus large qui était la direction de la transformation, dont le centre agile faisait partie, qui allait accompagner vraiment en transverse les différentes directions sur ces différentes approches. Parce qu'encore une fois, quand on parle de product management ou d'agilité, l'objectif, c'est comment je fais pour délivrer plus souvent de la valeur à mes utilisateurs et apprendre de ce que j'ai livré. Le reste, ce sont des moyens. Et donc, le centre agile, l'idée, c'était d'aller chercher des coachs agiles issus de différents cabinets de conseil. Et j'insiste là-dessus parce que, honnêtement, qu'on s'appelle Octo, qu'on s'appelle Fuxebia maintenant Publicis, qu'on s'appelle Binex, qu'on s'appelle Womanity, qu'on s'appelle Capgemini, qu'on s'appelle Sogeti, pour les entreprises plus traditionnelles, dans toutes ces boîtes-là, il y a des bons coachs, il y a des mauvais coachs. Ça fait un peu penser aux inconnus, les bons et les mauvais chasseurs. Mais ce que je veux dire, c'est que sur ce marché-là, sur ces sujets-là, c'est tellement le mercato sur le marché que vous avez des bons profils et des profils moins bons partout. Donc l'idée, c'était, et surtout des approches différentes de ce qu'est une transformation. Il y a des approches plus méthodologiques, il y a des approches plus culturelles. Et l'idée, c'était surtout d'aller caster des profils dans les différentes sociétés qui partagent les mêmes convictions qu'Accor en termes de transformation, et derrière de les embarquer au sein du centre agile et surtout de les aligner sur qu'est-ce qu'on veut faire nous chez Accor, qu'est-ce que c'est pour nous la transformation chez Accor. Et donc, c'était voilà, mon rôle de construire cette équipe. Ok, trop cool. Enfin, très clair. Cool, j'espère pour toi que c'est cool. Oui, ça se passe plutôt bien. Je vois qu'on a eu pas mal de remarques, du coup, qu'elle est un peu dans le sens de ce que tu disais par rapport au fait d'embarquer le top management. Et du coup, moi, j'ai une question par rapport aux méthodes d'alignement que tu utilises. Est-ce que tu peux nous parler un peu des outils que tu utilises et comment est-ce que tu fais pour aligner les équipes et les différentes personnes avec qui tu travailles? Alors, il y a plein de choses. Moi, la première question que j'aime bien poser, alors c'est peut-être plus sur le périmètre de l'agilité et du product management, mais en tout cas, c'est quand on me dit qu'il faut que tu ailles intervenir sur cette équipe pour faire ci, pour faire ça, ma réponse, c'est pourquoi. En fait, pourquoi vous voulez faire ça? En gros, j'essaie surtout d'essayer de faire exprimer aux personnes les raisons réelles d'aller chercher une intervention d'un coach agile de mon équipe ou parfois de moi-même, parce que j'aime bien mettre les mains aussi dans le cambouis, hein, et que ça ne soit pas juste parce qu'il faut faire du Scrum ou il faut mettre Scrum en place parce que c'est ce que font les autres à côté, etc. Donc vraiment, le premier truc, c'est que j'essaye de travailler sur cette notion de culture et de m'assurer que toutes les personnes auprès desquelles on va intervenir, que ça soit du métier jusqu'à la prod, aient compris ce qu'on allait chercher à faire et pourquoi est-ce qu'on allait le faire. Et après, en fonction du contexte, et on va dire des points qu'il va falloir adresser en priorité, parce qu'on ne va pas rendre l'équipe ou le périmètre agile du jour au lendemain, et ben on va aller chercher en fait des petits combats sur lesquels on va pouvoir démontrer rapidement que ça fonctionne. Moi, les transformations, on va dire, ou avec des plans énormes où on vous dit vous faites ça, 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 ça et ça, et puis c'est bon, ça va fonctionner, j'y crois pas une seule seconde. L'idée, c'est la preuve par l'exemple. Est-ce que tu peux nous donner du coup un ou deux exemples peut-être de petits combats pour démontrer ce... Petit combat, on a, et ça a été le cas dans beaucoup d'entreprises dans lesquelles j'étais passé, le gros problème dans beaucoup d'entreprises, ce sont les dépendances. Les dépendances à la fois humaines, à la fois fonctionnelles et à la fois techniques. Je vais me concentrer par exemple sur les dépendances techniques. Aujourd'hui, lorsque vous voulez livrer une fonctionnalité, dans beaucoup de boîtes, on a beau parler de feature team, il y a très peu de boîtes aujourd'hui qui ont réellement des feature teams au sens agile et produit, c'est-à-dire qui rassemble en son sein l'ensemble des compétences nécessaires pour délivrer la valeur qu'on attend à travers le produit. C'est-à-dire que si je prends un produit digital, on va avoir des équipes qui vont concevoir toutes les interfaces, on va avoir les personnes qui vont les développer, donc toute la couche front, on va avoir toute la couche intermédiaire, alors ça peut être des API, des web services, qui vont vraiment gérer en fait la transmission d'informations des couches back
jusqu'au front. Et puis, on va avoir aussi besoin des couches back. Ça peut être des bases de données, ça peut être tout un tas de choses. Et donc, si on suit vraiment la littérature et la logique, normalement, on devrait créer une équipe où on a l'ensemble de ces compétences pour délivrer la valeur. Le problème, c'est qu'en fait, souvent, dans les organisations, on a des couches, des équipes qui maintiennent chacun de ces composants-là. Et donc, moi, ce que je vais. Et donc, du coup, si vous voulez, elles sont clients-fournisseurs les unes des autres. Et elles passent un temps fou à s'attendre les unes les autres. Donc, finalement, le temps d'attente vient écraser le temps de travail, le temps réellement nécessaire à développer le produit. Et généralement, le premier truc que je fais, c'est que je mets ça en lumière. Je leur dis, regardez, pour délivrer ça, vous avez mis tant de temps. Et sur ce temps de temps, donc je vais prendre un exemple, si ça a pris 10 semaines, et bien sur ce temps de temps, la charge effective de travail va être en réalité de 2 à 3 semaines. La réalité, c'est que vous avez passé un temps fou à vous attendre. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne faisiez rien, parce que chacun a plein de clients de chaque côté, mais du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de limiter ce temps d'attente? Et souvent, ça passe par le fait de remonter des personnes des équipes basses au sein de l'équipe en haut et essayer de basculer sur des modèles vraiment feature team. Ok. C'est-à-dire remettre des personnes expertes. Exactement. Alors Ok. après, ça pose tout un tas de questions techniques. Je le disais, quand on a des systèmes d'information très monolithiques avec des couches où parfois la connaissance de la couche est concentrée sur quelques personnes parce qu'on a fait appel à beaucoup de prestations et que du coup, la connaissance est aussi partie avec les personnes qui ont pu quitter l'entreprise. Quand on a des problématiques aussi techniques, d'architecture, où effectivement le découplage de ces composants est très difficile, il faut les adresser. Mais en tout cas, l'une des solutions, si on ne peut pas le faire d'un point de vue technique, c'est de regarder quel mécanisme on peut mettre en place de synchronisation entre les personnes qui travaillent sur des composants identiques. Et c'est là où on va chercher des modèles d'agilité à l'échelle, où on synchronise des personnes qui travaillent sur des périmètres communs, mais au service de différents produits. Ok. J'espère être clair. C'est très clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je vois que Pierre nous a rejoint. Bonjour Pierre. Et j'ai une question par rapport aux outils que vous utilisez. Enfin, une question comme ça, est-ce que tu es sur Notion, Figma, je ne sais pas, je t'en balance plusieurs. C'est quoi ce que tu utilises au quotidien? Alors, sur les équipes, on va utiliser effectivement du Figma pour tout ce qui va être wireframing et consorts. Après, pour tout ce qui est gestion du backlog, rédaction du user story, on est beaucoup sur du Jira. Ok. On va utiliser aussi son petit pendant Wiki Confluence, donc de la suite Atlassian, pour tout ce qui va être plutôt documentation fonctionnelle et technique. Parce que je le répète assez souvent, mais les user stories ne font pas office de documentation. Il faut avoir une documentation à côté qui explique comment fonctionne le produit à la fois d'un point de vue fonctionnel et à la fois d'un point de vue technique. Donc pour ça, on utilise Confluence. Après, on laisse les équipes assez libres aujourd'hui sur ce qu'elles veulent utiliser. Par exemple, pour tout ce qui va être board, il y en a qui vont utiliser Trello, il y en a qui vont utiliser Klaxoon. Donc ça dépend. En revanche, on sait qu'on a un sujet aujourd'hui à adresser. On a des équipes parfois qui travaillent sur des périmètres communs ou qui ont des dépendances. Et ces équipes-là, parfois, n'utilisent pas les mêmes outils. Donc, l'un des principes de base, c'est quand même d'essayer de leur faire parler le même langage et d'utiliser les mêmes outils. Donc, là-dessus, il faut qu'on avance là, sur les prochaines semaines et les prochains mois. Ok. On a une question d'Erwan, sans forcément aller sur Scrum. Comment se traduit dans ton organisation, Cyril, la création d'objectifs produits, sprint goal, product goal, et la deuxième, c'est l'assurance qualité. Alors, toute la partie objectif, on essaye de mettre en place tout ce qui est OKR, donc Objective Key Result. Là, on est en plein dedans. Sur la partie objectif produit, donc ce sont des choses qui vont être portées côté product manager et après en dessous côté product owner sur les features sur lesquelles ils sont en responsabilité. Donc, comment ils déclinent dans le cadre des OKR les objectifs produits au niveau aussi de leurs features. Je suis très content d'avoir entendu parler de Spring Goal parce qu'il y a un certain nombre d'équipes, alors chez Accor ou ailleurs, où j'ai pu intervenir, où effectivement, quand je travaillais avec les équipes sur c'est quoi votre Spring Goal, qu'est-ce que vous voulez avoir atteint
à la fin du sprint, parfois j'avais des réponses du type délivrer les user stories sur lesquelles on s'engage. OK, alors on va reprendre à zéro. Donc je suis hyper content que quelqu'un me parle de sprint goal. Donc ça, les coachs agiles ont pour mission à chaque fois, lorsqu'ils accompagnent les équipes, de remettre en lumière cette notion de sprint goal. On va rentrer prochainement dans des mécanismes d'agilité à l'échelle avec, alors si on utilise la terminologie SAFe, qui est un des frameworks d'agilité à l'échelle, un système de PI planning. Si on part sur Spotify, on l'appellera ça d'une autre façon, mais en tout cas, sur ces grandes cérémonies, où on va essayer d'aligner les différentes équipes qui ont des dépendances entre elles sur un même produit, sur quel est l'objectif de l'incrément de produit que je veux livrer à la fin des end sprints. Et après, sur ta question sur l'assurance qualité, alors ça remonte par différents canaux. Ça revient à l'équipe qui a la responsabilité du coup de la feature au sein du produit, ou si on est sur un produit à proprement parler, de l'équipe qui a la responsabilité directement du produit. On a une analyse qui est faite généralement par le PO, assisté par le QA et des devs. Pour être franc, on perd beaucoup de temps aussi là-dessus parce que souvent, ça revient à l'équipe qui a en responsabilité malheureusement que du front-end. Et du coup, elle est obligée de faire sa propre analyse. Une fois qu'elle voit que ce n'est pas de son côté, ça repart côté API. Côté API, s'il voit que ce n'est pas de son côté, ça part côté back-end. Donc parfois, on a du mal à tirer la chaîne et à voir où est l'anomalie. Donc ça aussi, il faut que les process d'assurance qualité, on les améliore. Ok, Erwan, n'hésite pas à nous dire si ça a bien répondu à tes 2 questions. Tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure. Attends, je vois que Erwan est en train d'écrire. Merci Cyril, a priori c'est bon. Tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu peux revenir sur tes précédentes expériences en banque et nous dire un petit peu, parce qu'en fait je voudrais en savoir un petit peu plus sur les compétences que ça te demande au quotidien d'avoir ce job. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as appris justement en en travaillant en banque avant? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, alors, je veux dire, il y a banque et banque. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, je n'ai pas du tout eu la même expérience chez Fortuneo que chez ITCE et plus largement chez BPCE. Déjà, chez Fortuneo, j'étais Scrum Master, donc j'étais au sein de l'équipe, avec quand même la charge, parce que ça fait partie du rôle de Scrum Master, d'évangéliser, entre guillemets, au sein de la structure Fortuneo. Le Scrum Master est au service de l'équipe, mais aussi de l'organisation. Hein. Il n'y a pas que les coachs agiles qui doivent parler agilité, product management dans l'organisation. Mais surtout, Fortuneo était déjà, entre guillemets, acquis à la cause product management et agilité. On a eu un directeur technique qui est arrivé, qui a fait énormément bouger les choses à cette période-là. C'est lui qui a insisté pour passer sur tout ce qui était product management, agilité, DevOps. On a utilisé, je parlais d'AWS tout à l'heure, toute cette approche avec des continuous integration, continuous development. Donc vraiment, on a eu un sponsorship très très fort au sein de Fortuneo et clairement, je pense que si les succès commerciaux que rencontre Fortuneo aujourd'hui sont beaucoup dus à la stratégie qui a été mise en place côté IT à cette époque-là. Après, il y avait la notion que Fortuneo appartient au groupe Crédit Mutuel Arkea. Et donc forcément, on est sur un plus gros mastodonte qui n'a pas du tout la même culture, un peu plus start-up que Fortuneo. Donc il a fallu aller expliquer ce qu'on cherchait à faire et convaincre du bien fondé de ce qu'on cherchait à faire côté groupe. Ça, c'est le premier point. Ça m'a beaucoup servi pour ITCE. Pourquoi? Parce que j'ai appris énormément chez Fortuneo sur l'aspect technique. Le DevOps, j'ai tendance à dire que c'est de l'agilité étendue jusqu'à la prod. Tout ce qu'on va mettre en œuvre dans le cadre du DevOps en termes de pratique d'outils vient servir la culture DevOps qui est parfaitement alignée avec la culture Product Management, agilité. Encore une fois, tout ça, on parle de la même chose. Chez ITCE, le plus gros du challenge, je pense qu'il a été humain. Il a été humain parce qu'en fait, on est face à des personnes, on ne va pas se mentir, hein, les DSI bancaires, on est face à des personnes qui souvent sont plus âgées que moi ou que des personnes qui bossent sur des sujets de product management, qui ont une culture très hiérarchique,
où en gros, on a souvent expliqué à des personnes que pour réussir dans leur métier, il fallait monter les strates du management, et puis que plus on avait de personnes sous soi et plus on était directif, mieux c'était. Et puis après, vous avez des petits jeunes comme moi à l'époque qui arrivons et qui leur disons ah non, mais en fait, on ne va pas fonctionner du tout comme ça. Du coup, le manager, il est là plutôt pour guider, donner la vision, laisse les équipes faire. Donc en fait, on les chamboule complètement. Et donc, moi, ce à quoi je m'attache vraiment à chaque fois, et c'est ce que j'essaye de faire au maximum toujours chez Accor, hein, avec un contexte totalement différent, c'est de prendre en considération la culture de l'entreprise. On ne se transforme pas dans l'amnésie, pour paraphraser mon ancienne directrice du digital, Maud Bailly. Il faut comprendre la culture de l'organisation, il faut être capable de se mettre au même niveau que les personnes à qui on demande d'évoluer, de changer, parce que ça sera forcément générateur de stress chez eux. Et donc, il faut être capable de les embarquer, de leur faire comprendre pourquoi est-ce que c'est pas négociable, pourquoi est-ce qu'on va être obligé d'en passer par là. Et surtout, moi, ce que j'essaye de faire de par mon background, d'avoir été PO, en tout cas dans des organisations qui elles-mêmes se transformaient, c'est de leur faire comprendre que je suis la preuve vivante que ça se passe plutôt bien et qu'on va y arriver. Voilà. Ok, très clair. Et du coup, oui, ça, euh, pour comprendre ces personnes, il y a du coup leur poser les bonnes questions notamment le fait de pourquoi est-ce que les choses sont importantes du coup, ce que tu disais tout à l'heure. Pourquoi est-ce que les choses sont importantes? Parce que Non, je tout veux dire, simple. c'était reprendre en base de la Oui, tout à relation. Quand fait. tu commences la relation avec ces personnes, c'est de revoir le pourquoi. En fait, c'est vraiment important. C'est genre la base pour pouvoir ensuite travailler avec eux. Oui, C'est ça. exactement. Ok. En fait, il y a un autre problème, c'est quand on parle de product management, voilà, je citais les OKR tout à l'heure, quand on parle de conception centrée utilisateur, on parle de design thinking souvent, on parle de Scrum, on parle de Safe, on parle de Spotify, on parle de voilà. Je pense que l'un des grands mots des transformations aujourd'hui, c'est que les cabinets de conseil ont abreuvé ces organisations avec tout un tas de concepts. Et du coup, ils ont complexifié l'approche agile qui elle-même cherchait à décomplexifier les organisations et les mondes dans lesquels on vit. Et je pense que c'est hyper compliqué pour les collaborateurs et pour les organisations de s'y retrouver aujourd'hui. Et finalement, elles ont un peu la sensation que si elles appliquent tout ce qu'on leur dit, Ouais. ça va fonctionner. Et en fait, non, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que tout ça, ce sont des moyens, ce n'est pas des objectifs. Ça sert à atteindre d'autres objectifs. Et donc déjà, réussir à comprendre pourquoi il faut se transformer, quels vont être les moteurs, les leviers de la transformation, et ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Et là, on va aller piocher dans tout un tas de choses, et puis on va tester des choses qui peut-être ne marcheront pas, et puis peut-être que ça marchera, et puis si ça ne marche pas, on va tester autre chose. Et il faut comprendre. Voilà. Les vieux. Oui. Stéphane qui dit que les vieux de tes débuts ne sont plus les vieux d'aujourd'hui. Ça a changé, évolué, non? On espère. Alors oui, je pense que ça change. Je pense que ça change et ça évolue. On voit aujourd'hui des organisations qui commencent à mettre en place dans des COMEX des personnes qui ont 35 ans, 40 ans. Euh, je pense notamment chez nous, hein. Aujourd'hui, on a Alix Boulnois qui a intégré le COMEX d'Accor, ex d'Amazon, qui a 36 ans. Avant, on ne voyait pas trop des très jeunes, parce qu'on reste relativement jeune, intégrer des COMEX. Je pense aussi à Score Réassurance, qui est une entreprise qui fait de la réassurance, donc qui assure des assureurs, qui vient de nommer comme directeur en remplacement de, j'ai oublié son prénom, je crois que c'est Denis Kessler, quelqu'un qui a 42 ans, qui est à la tête d'un groupe. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changent et que la culture évolue. Trop bien. Il y a Stéphane qui dit merci, tu me rassures, sinon j'étais foutu. Il nous Et reste pas beaucoup. après, alors, juste une dernière chose par rapport à ce que je dis là, cette culture et cette évolution n'est pas une question d'âge. Il y a des gens qui sont très jeunes, qui sont déjà câblés, entre guillemets, je ne sais pas comment dire, comme des vieux, si on caricature un peu, et on a des personnes qui ont un background dans l'IT depuis des années, qui ont très très bien pris le tournant, qui étaient même précurseurs sur ces tournants-là. Je pense notamment à des personnes que j'ai pu croiser chez Voyage SNCF, un ancien patron du delivery, qui a beaucoup œuvré et qui pourtant, avec tout le respect que je lui dois, n'a pas 30 ans et qui a beaucoup œuvré à l'époque sur tous ces sujets-là. Donc, c'est vraiment pas une question d'âge.
Est-ce que je voudrais prendre les 3 petites dernières minutes pour te demander un peu des conseils carrière. Dans un premier lieu, est-ce que tu recrutes actuellement dans ton équipe? Alors, dans mon équipe de coaching agile, oui. Par contre, donc en prestation, uniquement à l'heure actuelle. En prestation, Euh, c'est-à-dire en c'est, freelance? ça peut être du freelance ou Ok. alors s'il y a des personnes qui sont salariées autour de la table de certaines entreprises spécialisées dans tous les sujets du product management et de l'agilité. Oui, effectivement, j'ai des besoins en ce moment. Ça D'accord. reprend petit à petit post-crise du Covid. Et après, il y aura des postes ouverts sur tous les périmètres de PM, product manager, product owner. C'est pas moi qui m'occupe du recrutement. En revanche, je relis ou j'essaie au maximum de voir un petit peu les CV et les Mm. expériences parce qu'aujourd'hui, il y a un peu aussi à boire et à manger dans les profils de PM et PO. Donc, essayer de voir vraiment quelles expériences et quelles expertises les personnes ont pu développer. Mais c'est pas moi qui recrute directement, ça se situe plus côté responsable des PM et des PO. Et je pourrais Ok, mettre en relation, si nécessaire, avec grand plaisir. super, clin d'œil. Est-ce que tu peux nous parler aussi des compétences, du coup, quand tu regardes justement ces profils, c'est quoi les compétences phares que tu vas aller vérifier sur les profils, tant soft que hard? Alors, sur la partie coaching agile, en fait, ça va dépendre du besoin que j'ai. Le coaching agile, aujourd'hui, ça regroupe tout un tas de choses. On va avoir plus parfois du coaching de personnes sur la partie management, avec le management 3.0, le servant leadership. On va avoir parfois besoin de profils plus techniques sur les sujets de tout ce qui est extreme programming, craftsmanship, parfois DevOps. Donc, ça va vraiment dépendre du besoin. Ça va être vraiment au niveau des hard skills. Qu'est-ce que la personne a pu développer? Et je ne demande pas à quelqu'un qui va intervenir côté prod pour sensibiliser au sujet du DevOps et comment je me rapproche de mon dev, de connaître le management 3.0. En Mm. vrai, on s'en fiche. Par contre, je regarde, on va dire, alors le terme soft skill a tendance parfois à irriter les oreilles de certaines personnes ou des ressources humaines, mais en tout cas, je regarde le comportement de la personne et la volonté qu'il a de s'intégrer dans l'équipe de coach agile. J'ai parfois eu des coachs agiles un peu diva, je vais le dire clairement, hein, alors pas chez Accor, enfin pas que chez Accor ou pas que chez ITCE, enfin j'en ai croisé depuis ces Mm. 10 ans. Moi, je cherche quelqu'un qui aille au contact de l'équipe, qui va chercher pour aider. La posture du coach agile qui attend dans son coin en disant si tu as besoin, tu viens me solliciter. Non, on est là au service des équipes, donc on va chercher, on va aider les équipes. Donc ça va être ça, et vraiment j'accorde beaucoup d'importance là-dessus parce que, et c'est même prioritaire pour moi sur les hard skills, tout simplement parce que les hard, vous pouvez les acquérir au contact d'autres coachs, et j'ai moi-même beaucoup appris au contact des coachs agiles que j'ai eu dans mes centres agiles ces 6 dernières années. J'ai même quasiment tout appris, hein, et je les remercie d'ailleurs. Alors que les soft skills, si vous êtes renfermé dans votre bulle tout seul, et voilà, ça ne marchera pas. On a une question de Ursula par rapport aux certifications. Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes? Alors, franchement, non. Ok. Je pense que c'est un plus, c'est-à-dire que voilà, c'est toujours bien. Moi-même, j'ai mis du temps à passer mes certifications Safe et mes certifications Scrum Master, tout simplement parce que le marché le demande. Donc, il y a un moment, il faut les avoir, c'est une réalité. Moi, j'avoue que je ne les regarde pas. Je préfère quelqu'un qui n'a pas de certification, mais qui a du background, que quelqu'un qui a bachoté les QCM de Scrum.org et de Safe et qui a eu ses examens alors qu'en fait, il n'a aucune Il n'a pas expérience. pratiqué, quoi. Et d'ailleurs, je suis assez critique sur ces systèmes-là de certification. Je pense qu'on est quelque part un peu en train de tuer. Enfin voilà, je ne sais pas comment le dire, mais je pense que aller chercher la certification, ouais, non, voilà, c'est pas forcément mon truc. Ça aide pas à avoir les mécanismes, la méthodologie, l'état d'esprit, développer ses soft skills, Non, c'est etc. un plus, c'est un plus. C'est Ouais, un plus de bien connaître la théorie. Après, on peut ça fait connaître tout un tas de choses parce qu'on a découvert tout un tas de choses par soi-même et sur le terrain. Et la réalité du terrain est souvent bien éloignée de la réalité de ce qu'on complètement. trouve dans les frameworks. Donc les frameworks ne sont que des boîtes à outils. On va piocher ce qu'il faut, mais c'est pas une fin en soi. Mm.
Non, complètement. Et puis, je suis très en phase avec toi par rapport à la pédagogie qu'on met en place chez Maestro, où pour le coup, on donne de la théorie, du partage d'expérience avec des intervenants experts, mais le temps est alloué à la pratique et aux études de cas et comment ça se passe concrètement dans les boîtes dans lesquelles ils bossent, quoi. Mm. Alors, on arrive au bout de l'heure. On a juste une petite question de Pauline qui te demande comment est-ce qu'elle peut te contacter. J'ai partagé ton LinkedIn un peu plus tôt. C'est OK pour toi? Ouais, pas de souci. Ouais. Super. Bah, Pas de souci. Et après, vous pouvez me contacter aussi directement sur la boîte mail. Donc, c'est cyril.dayen. Mon Cyril.dayen. prénom, Cyril avec 2 LE. Hein. Ouais, t'inquiète, je le mets. Et .dayen et après @accord.com. D'accord. Et si je ne peux rien faire, parce que c'est des candidatures qui sont en dehors de mon périmètre, je transférerai aux personnes intéressées. Top. Et alors, et du coup, est-ce que je peux vous demander rapidement de nous mettre une petite note de 0 à 5 sur ce webinaire? 0, vous avez rien appris. 5, vous avez appris ce que vous étiez venu chercher, pour qu'on puisse se rendre compte un petit peu avec Cyril. 4, 4,5, 4, 5, génial. 5, 4, 5, ok, top. Donc globalement, si vous avez des recos pour les prochaines fois ou des questions qui restent en suspens, vous pouvez les mettre dans le chat et éventuellement on pourra prendre un peu de temps pour vous répondre après le webinaire si vous avez des choses qui restent. Bon, globalement, c'est plutôt une très bonne moyenne. C'est cool. Bravo. Super. Trop cool. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Très didactique, Cyril. Merci d'avoir partagé avec nous vos expériences. Et avec plaisir. Ok, je vois les notes. Super, bah écoutez, merci beaucoup à vous de vous être connectés pour ce webinaire. Moi, de mon côté, j'espère qu'on se retrouve au Maestrix de la semaine prochaine. On reçoit Samuel Métias, qui est le fondateur de Happytech. C'est les outils technologiques au service du bien-être des collaborateurs. Et du coup, il va nous donner plein d'exemples de comment est-ce que on peut aider les collaborateurs à se sentir bien dans leur job de tous les jours via des outils qui existent. Et puis, je vous remercie tous de vous être connectés. Un grand, grand merci, Cyril, pour ce temps. Vous. Et je vous enverrai un petit email de récap avec le lien vers le replay, des ressources à partager qu'on s'est envoyées dans le chat. J'ai vu qu'il y avait eu les ressources OKR de Jonathan qui ont eu pas mal de succès. Je les remettrai dans l'email. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci, Cyril. bon après-midi à tous. Au revoir.